Au nord-est de la Chine s'élève le mythique mont Tai. À mi-chemin entre Pékin et Shanghai, il se dresse au cœur d'une plaine dans la province de Shandong. Le mont Tai est la montagne la plus ancienne de Chine. Il est considéré comme la première montagne sous le ciel. Nous y passerons une journée entière. Le temple taoïste Bijatse, dédié à la princesse des nuages azurés, se trouve au sommet de la montagne. Le jour se lève sur le lieu sacré. Une communauté de 50 moines taoïstes se consacre ici à la recherche du Tao, le droit chemin. La journée commence par une méditation et des exercices de Tai Chi Chuan. Le taoïsme fait l'éloge du non-agir. Il invite aussi à la communion avec le monde qui nous entoure. Les mouvements harmonieux et fluides du Tai Chi reflètent les fondements de cette philosophie. Les moines du mont Tai se conforment au mouvement alternatif du yin et du yang, l'union des forces à la fois opposées et complémentaires, en perpétuel mouvement. Nous nous levons avec le jour, selon la tradition taoïste. La toute première chose que nous faisons, c'est de sonner la cloche, pour annoncer le début de la journée. Ensuite, tous les moines se réunissent pour la prière du matin. C'est ainsi que nous commençons chaque journée. Les moines se rassemblent 3 fois par jour devant la princesse des nuages azurés. La résidence de la princesse s'étend sur toute la montagne. Et le temple Bija en est le cœur. Le taoïsme est très profondément ancré dans la civilisation chinoise. Et le mont Tai occupe une place importante dans notre culture. La doctrine nous enseigne que l'homme doit estimer l'ordre naturel et vivre en harmonie avec l'univers pour atteindre l'élévation spirituelle et la transcendance. Le mont Tai symbolise la vie. Il se trouve dans l'est de la Chine. Et dans le taoïsme, l'est représente la matière bois, donc la croissance, la vie. Voilà pourquoi le mont Tai est étroitement lié à notre philosophie. Cet univers entre ciel et terre semble totalement coupé de la réalité quotidienne. Et pourtant, au pied de la montagne, s'étend une ville de 1,5 million d'habitants. Le mont Tai est un haut lieu de pèlerinage. Pour de nombreux pèlerins, l'ascension de la montagne sacrée commence ici, dans la ville de Tai'an. En plein cœur de la ville, sur l'axe nord-sud de la montagne sacrée, s'élève le 3e temple du pays par la taille, l'immense Dai Miao. Il a été érigé en l'honneur du dieu de la montagne, le légendaire empereur de Jade. Au fil des millénaires, de célèbres empereurs chinois sont venus lui rendre hommage en ce lieu.
À 8 heures du matin, le calme règne encore dans les jardins du temple. Les premiers visiteurs tentent de faire tomber leurs pièces de monnaie dans les vases placés au fond du bassin. Celui qui réussit sera comblé de bonheur et de richesse. La salle principale du temple mesure 50 mètres de long et date de plus de 1000 ans. Avant d'entamer leur pèlerinage aux montagnes, les fidèles brûlent de l'encens en signe d'offrande. Cette grande peinture murale à l'intérieur du temple illustre l'empereur de jade dans son ascension de la montagne sacrée. Dans le taoïsme, l'empereur de jade représente le principe suprême du ciel, et l'empereur de Chine incarne son fils terrestre. Aujourd'hui, les visiteurs continuent de vouer le plus grand respect à cette peinture. Chaque jour, des milliers d'entre eux partent à la conquête du montagne. Le nombre de pèlerins s'élève à plus de 6 millions par an. 9 kilomètres d'ascension attendent les marcheurs. Il est donc recommandé de prendre des forces avant le départ. Le marché près du temple d'Aï propose ses produits dès les premières heures du jour. En Chine, de nombreux petits restaurateurs proposent des repas sur place ou à emporter. Les clients affluent à toute heure de la journée. Aux portes du temple d'Aï, l'agitation de la ville est telle qu'on a du mal à imaginer que la montagne sacrée est toute proche. En haut de la montagne, à 9 heures du matin, il y a aussi du mouvement. Mais ce sont des nappes de nuages qui circulent. Voici les premiers pèlerins de la journée. Certains effectuent l'ascension de nuit, d'autres arrivent la veille et dorment sur place. Les magasins du temple ouvrent de bon matin et proposent aux visiteurs des amulettes et autres objets porte-bonheur. Nous recevons les foules de pèlerins dans les salles de prière et nous leur donnons la bénédiction. Les prêtres taoïstes ont pour mission de recevoir les fidèles, de se livrer aux exercices spirituels et de réciter les écritures classiques. Pendant ce temps, à Tai An, les pèlerins prêts au départ se rassemblent au début du chemin. La plupart d'entre eux gravissent la montagne en groupe ou en famille. L'ascension éprouvante entre la première porte céleste et le sommet du montagne emprunte un escalier de 7000 marches. En Chine, tout le monde rêve de le gravir un jour.
Les empereurs considéraient l'ascension des célèbres marches comme une forme de légitimité à exercer leurs fonctions. Depuis le règne de Mao jusqu'à aujourd'hui, les puissants du pays aiment fouler ce chemin. Pour les plus religieux, c'est un acte dévolu aux prières et aux actions de grâce. En présentant eux aussi des offrandes dans les nombreux temples qui bordent le chemin de pèlerinage, les touristes ne départent pas. Près du palais de la Porte Rouge, les pèlerins font brûler de l'encens et du papier-monnaie. À travers ces sacrifices, les familles espèrent acquérir prospérité et richesse, ainsi que la protection des défunts dans le voyage vers l'au-delà. Du temps de Mao, cette pratique ancestrale était qualifiée de superstition féodale. Aujourd'hui, dans la Chine capitaliste, l'intérêt pour la tradition revit de plus belle. Et face à cet engouement, les autorités n'ont pas d'autre choix que de faire preuve de tolérance. Les jeunes se livrent au rituel dans le plus grand recueillement. Nous sommes dans une forêt enchantée, peuplée de vieilles stèles mystérieuses. Elles portent des inscriptions de poèmes qui remontent au XVIIe siècle, à l'époque de la dynastie Ming. Les textes célèbrent la beauté du Montaï. Certains pèlerins font ici halte pour la première fois depuis leur départ, à un quart du chemin. Nous apprenons que ces deux femmes sont déjà venues plusieurs fois au Montaï pour prier la princesse des nuages azurés. Fais le bien, dis du bien, sois bon envers ton prochain. Fais en sorte que les grands problèmes deviennent petits et que les petits problèmes n'en soient pas du tout. La princesse n'écoute que ceux qui font le bien. Il y a quelques années, mon mari était très malade. Ma mère et moi avons prié la princesse du Montaï. J'ai 52 ans et ma mère en a 72. Nous faisions le pèlerinage 2 fois par mois pour prier. Seule, je mets 5 heures, mais avec ma mère, nous mettons 8 à 9 heures. Les deux femmes ont encore une bonne marche devant elles. Cet homme, lui, gravite au quotidien le Montaï, culminant à 1500 mètres. Les porteurs connaissent l'ascension mieux que quiconque. Autrefois, les riches et les dignitaires se faisaient porter en palanquin jusqu'au sommet de la montagne. Aujourd'hui, les services des porteurs restent indispensables pour approvisionner les stands de nourriture et de boissons tout au long du chemin. Dans la forêt épaisse au pied de la montagne, se trouve l'une des plus belles étapes du chemin, Do-Mu-Gong. Il s'agit d'un ancien couvent de femmes taoïstes. Le temple est dédié à Do-Mu, déesse de la Grande Ourse. La légende veut qu'elle soit à l'origine de la constellation. Elle est vénérée par les taoïstes et les bouddhistes. Do-Mu est également considérée comme la patronne des littéraires et des poètes. Derrière le temple, un sentier étroit mène dans la vallée du Sutra de la Pierre. Il y a 1500 ans, le Sutra du Diamant y a été gravé dans la roche. Les 1000 caractères gigantesques décrivent la perfection de la sagesse, tellement tranchante
que même le diamant ne peut lui résister. Non loin du Sutra de la pierre se situe le temple bouddhiste Pujao. Il est 11 heures et les moines se réunissent pour prendre le repas commun. Pujao signifie révélation universelle. La sérénité de ce lieu est propice à la contemplation et au recueillement. Seuls 5 ou 6 moines vivent ici en permanence. Les autres viennent parmi nous pour des séjours temporaires. Le montail est très célèbre et il attire des moines pèlerins et des visiteurs de toutes parts. Il est de notre devoir d'accueillir les pèlerins. Nous leur préparons des repas végétariens et nous leur offrons le gîte. Nous prenons soin d'eux du mieux que nous pouvons. Le montail incarne différentes cultures, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Ces racines culturelles sont profondes et constantes. Le montail est un symbole national en Chine. Il fait partie intégrante de notre civilisation qu'il représente parfaitement. Il est célèbre par sa grandeur et sa tolérance. Il ne crée pas de division entre les doctrines ni entre les individus. Et il en sera toujours ainsi. Au sommet de la montagne, le brouillard ne semble pas vouloir se lever autour du temple Bija. Les moines appellent à la prière de midi. Le rituel solennel est accompagné de chants et d'instruments à percussion. La musique est un tremplin dans la quête d'harmonie intérieure et d'équilibre spirituel, c'est-à-dire le Tao. Tandis que le brouillard continue d'envelopper le temple et les visiteurs, le soleil darde de ses rayons la porte céleste du milieu. Elle se trouve à l'exacte moitié du chemin. La moitié du chemin est maintenant derrière eux. Avant de repartir, les familles prennent le temps de déguster un bon repas.
L'étape de la porte céleste du milieu possède un des nombreux postes de surveillance incendie. Pendant les périodes sèches, une étincelle peut suffire à embraser la montagne sacrée et mettre en danger les foules de marcheurs. Monsieur Su et Madame Tsong doivent assurer une vigilance de tous les instants. C'est une des montagnes les plus célèbres de Chine. Elle fait partie du patrimoine mondial naturel. Le travail est parfois dur, mais je suis fier et heureux d'accomplir cette mission. Et cela fait presque 30 ans. Moi, j'occupe mon poste depuis 18 ans. Pendant la semaine, je suis ici tous les jours. Donc ce sont les grands-parents qui gardent mon enfant. Après la porte céleste du milieu, les marcheurs doivent affronter la suite de l'éprouvant chemin. Confrontés à l'escalier aux 18 lacets, raide et interminable, de nombreux pèlerins et la majorité des touristes préfèrent se rabattre sur le téléphérique. Et ceux qui choisissent le téléphérique au pied du montagne traversent à cette occasion ses plus beaux paysages. Pour atteindre la station de départ, les visiteurs prennent la route de la vallée de Tsaizhe et suivent l'un des rares cours d'eau intacts de la montagne. Le cadre idyllique forme un décor parfait pour les photos de mariage. La région a gardé le nom de vallée des fleurs de pêcher, en souvenir des vergers qu'on y cultivait autrefois. Aujourd'hui, ce sont les cascades qui attirent les visiteurs. Sous l'eau, la composition de la roche du montagne se distingue encore plus nettement. Elle se caractérise par le granit, le calcaire et les sédiments d'ardoise cristallins. Les souvenirs ou porte-bonheur en pierre du montagne sont très prisés. Les nombreux tailleurs de pierre installés le long de la route proposent des pierres aux différentes inscriptions gravées. Wan Fangchi sculpte un proverbe populaire dans la pierre. Sous le nom du montagne, il inscrit le mot Shi qui signifie à la fois pierre et héros qui chasse les mauvais esprits. En dessous, il ajoutera les mots combatif et courageux. Le futur propriétaire de cette pierre l'installera devant sa maison et sera protégé des mauvais esprits. Cela fait partie de la culture du montagne. J'ai appris mon métier des anciens du village quand j'étais jeune. Et je travaille la pierre depuis une quinzaine d'années. J'ai ramassé ces pierres il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, elles se font rares. Les pierres du montagne sont devenues très précieuses et recherchées. Les veines de la roche dessinent des formes dont la signification est toujours de bon augure. Ici, on reconnaît un couple de poules. C'est un présage de bonheur dans le mariage, parce que la poule évoque un avenir prometteur. Et c'est un joli couple de poules. Sur cette pierre, vous voyez une tortue. Elle annonce une longue vie. Ici, c'est un couple de poissons, qui symbolise l'abondance et la plénitude. Le couple de poules, le couple de canards, et le champignon, qui est symbole de longévité. Et voici l'arbre emblème du montagne, le pin. La montagne possède de très vénérables conifères nimbés de légendes.
Il y a plus de 2000 ans, l'empereur Qin Shi Huang aurait cherché refuge près de ces arbres, au pavillon des 5 pins. En signe de reconnaissance, il leur aurait attribué un titre ministériel. Aujourd'hui, les pèlerins les décorent de drapeaux de prière. Un peu à l'écart du chemin, la végétation du Montaï se déploie dans toute sa richesse. Depuis la nuit des temps, on y trouve des châtaignes, des cynorrhodons et des noix. Les plantes médicinales et les racines sont très recherchées dans la médecine chinoise. Autrefois, les torrents aux eaux abondantes regorgeaient de poissons dont les empereurs et poètes faisaient l'éloge. Les chemins latéraux du Montaï sont empreints d'histoire. Les tombes d'ermites ou les inscriptions dans la roche en témoignent en silence. De même que ce temple abandonné. Il est dédié à la jeune fille de Jade, déesse de l'aurore, de la naissance et de la protection des enfants. Elle n'est autre que la princesse des nuages azurés, c'est-à-dire la déesse du temple Bijatse, au sommet du Montaï. En téléphérique, l'ascension à partir de la porte céleste du milieu ne prend que 15 minutes. En début d'après-midi, le brouillard s'est enfin dissipé sur le vaste plateau. Vu du ciel, l'escalier très fréquenté se détache avec précision. Il mène à la porte céleste du Sud, la destination des pèlerins. On aperçoit la ville qui semble à 2 pas. Les marcheurs entament la partie la plus difficile de l'ascension, c'est-à-dire l'escalier aux 18 lacets. Parmi les marcheurs, toutes les générations sont représentées. Mais il est frappant de constater à quel point les jeunes sont nombreux. Je suis parti à 9 h du matin. Et vous? On est ensemble. Vous aussi? Moi, j'ai pris l'avion. Je suis venue prier pour ma famille et j'espère qu'ils vont bien. Je vais rester quelques jours ici et puis je vais aller voir le temple de Confucius. Les 100 derniers mètres sont les plus éprouvants. Les marches vers la porte céleste du Sud montent quasiment à la verticale. On y est presque. J'ai tout fait à pied. J'ai mis environ 5 heures. On va passer la nuit ici. C'est la première fois que je viens. Je suis venu exclusivement pour le Montaï. Je voulais admirer la beauté de ce paysage.
Les pèlerins venus pour prier s'approchent respectueusement du lieu sacré. Celui qui arrive au sommet obtiendrait l'immortalité. Au milieu des pèlerins et des touristes, nous apercevons Maître Yang, l'un des porteurs. Il s'arrête devant la porte pour souffler un peu. À 1500 mètres d'altitude, l'air frais est revigorant. Maître Yang se fraye un chemin à travers la foule. Il reprend le chemin vers le ciel à une cadence posée et régulière. L'après-midi, les snacks, les restaurants et les magasins de souvenirs connaissent des heures de pointe. Et dans les auberges, les pèlerins affluent à la recherche d'une chambre pour la nuit. Quant à l'impassible Maître Yang, il poursuit sa route. La plupart des porteurs se déchargent de leurs marchandises ici. Mais Maître Yang n'est pas encore arrivé à destination. Montez jusqu'au sommet pour atteindre le but, indique l'inscription sur l'arc de cette porte. Un escalier raide emmène ensuite les pèlerins au temple taoïste. Avec une journée de travail, Maître Yang gagne un maigre salaire équivalent à 10 € à peine. Cet ancien fermier de 60 ans habite un petit village au pied de la montagne. Il ne compte plus ses ascensions du Montaï. Le voici tout près de sa destination. Les toits du monastère indiquent que le temple de l'empereur de Jade n'est plus très loin. Maître Yang fait une dernière pause. Ici, les touristes immortalisent leurs souvenirs devant une inscription dans la roche qui est celle qui se trouve le plus en altitude. Je suis parti de la porte du milieu et j'ai marché pendant 4 heures. Je fais ce travail depuis plus de 20 ans. Combien de kilos avez-vous porté aujourd'hui? Plus de 50. Avez-vous une technique spéciale pour porter? Quand je marche vite, j'utilise mes bras comme des ailes. Ça me donne de l'élan. Essayez, vous verrez. Le téléphérique ne suffit pas. Il y a trop de marchandises à transporter. Vous pensez continuer ce travail longtemps? Non, je commence à me faire vieux. Voici les dernières marches avant le parvis du temple de l'empereur de Jade, situé à 1545 mètres d'altitude. Dans la cour intérieure, des millions de cadenas dorés portant des inscriptions sont enchaînés les uns aux autres. Les visiteurs peuvent les faire graver directement sur place. Mais la signification de ce geste va bien au-delà de la mode occidentale des cadenas d'amour. Comme avec les pierres du Montaï, il s'agit avant tout d'obtenir la bénédiction des dieux et le bonheur pour toute la famille. Là, c'est le nom de ma famille, mon nom, les noms de mes parents et de mon saint protecteur. Et ici, ce sont nos requêtes. Nous irons prier au temple, nous attacherons le cadenas et nous jetterons la clé dans la nature.
Uruang, l'empereur de jade, est la divinité suprême du panthéon taoïste. Sous son regard, les lumières du soir enveloppent le temple Bija. À 5 heures de l'après-midi, les moines taoïstes viennent de terminer la dernière cérémonie de la journée. Ils vont maintenant se réunir et ferment le grand portail du temple. Le soir, les moines restent entre eux, récitent des prières et étudient les Écritures saintes. Au-dessus du monastère se dresse une imposante paroi rocheuse décorée d'inscriptions. Au 8e siècle, le célèbre empereur Lilongji de la dynastie Tang a rédigé un texte et l'a fait inscrire sur cette paroi de 13 mètres de haut. On peut y lire: je suis venu demander la bénédiction pour mon peuple. L'art de la politique se reflète dans les résultats. Ma popularité ne dépend pas de mes désirs. Par la suite, beaucoup d'autres empereurs ont fait graver des inscriptions dans la roche, après avoir demandé la bénédiction des dieux. Mais tous n'ont pas fait preuve d'une pareille humilité. Confucius, lui, a reconnu au sommet du montagne à quel point le monde est petit. Le soir, dans les restaurants de la Route du Ciel, les cuisiniers préparent des pâtes en continu afin de rassasier les voyageurs affamés. Les touristes venus pour la journée repartent progressivement. Dans la ville de Tai'an, l'immense temple du dieu de la montagne se vide lui aussi de ses nombreux visiteurs. Quand le jour commence à décliner, le théâtre de plein air consacré aux montagnes allume ses lumières. Le grand spectacle intitulé « L'exaltation du ciel et de la terre » a lieu tous les soirs. La pièce résume l'histoire de la Chine impériale. Elle commence à la période des royaumes combattants vers 300 avant Jésus-Christ, lorsque 7 États se livrent bataille pour la suprématie en Chine. « 500 comédiens figurent dans le spectacle, qui déploie des techniques théâtrales grandioses. Le public est tenu en haleine du début à la fin. Enfin, au IIIe siècle avant notre ère, le premier empereur de Chine, issu de la dynastie des Qin, unifie le royaume et gravit le montagne. Un âge d'or commence alors pour la Chine. Le spectacle célèbre ce moment avec faste et éclat.
C'est ainsi que la montagne glorieuse et le vaste empire entrent en symbiose. Le Montaï symbolise la paix et l'unité du pays. Le spectacle s'achève en apothéose. L'officiant impérial invite le public à se joindre à lui pour rendre hommage à l'empereur de Jade. Une journée aux Montaïs s'achève, mais le plus important est à venir. Le lendemain matin, à 4h30, les pèlerins attendent le lever du soleil au sommet de la montagne. Selon un mythe ancestral, c'est ici que le soleil commence chaque jour son voyage vers l'ouest. Les pèlerins retiennent leur souffle. Aujourd'hui, ils ne seront pas déçus.